La France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont des actes de guerre. Ils sont le fait d'une armée djihadiste, le groupe Daesh, qui nous combat parce que la France est un pays de liberté, parce que nous sommes la patrie des droits de l'homme. Il y a beaucoup de façons d'être pris dans une guerre, hein. Tu connais l'exemple célèbre en littérature de Fabrice Del Dongo au début de la Chartreuse de Parme, qui traverse le champ de bataille sans rien comprendre de ce qui se passe, en regardant les armées qui se font face. Il est dans une guerre. Alors est-ce qu'il est en guerre? C'est une autre affaire. La France n'est pas en guerre, la France fait la guerre. Elle fait la guerre pas seulement là, hein, elle l'a fait en Libye avec la catastrophe que l'on sait. Elle l'a fait au Mali, elle l'a fait dans différents endroits du monde, comme un échappatoire et comme une solution à une politique lamentable, et aussi peut-être comme quelque chose de très désespéré pour la social-démocratie néolibérale qui semble vraiment arriver à son point de déclin total. La France n'est pas en guerre, la France est entrée à un processus mal défini, mal fait, avec certaines marginalités terroristes, marginalité en France, marginalité aussi au Proche-Orient. Bien sûr qu'il y a des menaces, bien sûr qu'il y a des attentats, il y en aura d'autres demain, bien sûr qu'il y a des périls. Mais dire nous sommes en guerre, c'est dire il n'y en a qu'un, d'abord. Donc de mettre un péril au-dessus de tous les autres, faire diversion par rapport à d'autres questions, l'écologie, les questions sociales, etc. Mais c'est aussi faire diversion par rapport à la complexité, et y compris à l'objet de cette menace. Est-ce qu'il y a une armée qui nous envahit? Est-ce qu'il y a un État qui nous envahit? Ou est-ce qu'il y a des actes terroristes qui nous blessent, qui nous déchirent, mais comme il y en a eu dans les années 80, comme il y en a eu en 2004 à Madrid, plus de 200 morts et 1500 blessés, comme il y en a eu en 2005 à Londres, comme il y en aura encore une fois demain, parce que nous sommes une société ouverte et qu'on ne va pas mettre des policiers partout, autour de tout journal, autour de tout café, autour... Donc qu'est-ce qu'on dit à la société dans ces cas-là? L'argument qui va sans cesse revenir, parce qu'il est tellement flou, tellement général, qu'il sert à tout, c'est le terrorisme. Donc Valls et Hollande déclarent que nous sommes en guerre contre le terrorisme. On pourrait aussi être en guerre contre le mal, contre la pluie, contre ce qu'on veut. Tout ça est tellement abstrait que la pluie est plus concrète que le terrorisme. Pourquoi? Parce que ça cache les buts réels de guerre. Comment mener une guerre quand les buts de guerre ne sont pas connus? On décide donc de s'installer dans une guerre permanente. Les gens qui aiment la littérature doivent lire absolument 1984 d'Orwell, où il décrit un monde qui est en guerre, mais plus personne ne sait pourquoi. Ni qui au juste sont les protagonistes du combat. Hein, il y a 3 pays, mais on ne sait pas lesquels, on entend parler. Bon. On peut dire en guerre de classe, mais ce n'est pas tout à fait approprié. On pourrait dire en guerre de civilisation, ce n'est pas tout à fait approprié non plus. On pourrait dire en guerre de religion. Il y a des points qui évoquent ça, mais ce n'est pas non plus tout à fait approprié. Si on cherchait une notion qui unifie tout ça, je ne sais pas quelle serait la bonne. Dans les sociétés humaines, l'exercice de la violence a toujours besoin d'une légitimité. Alors soit c'est parce que c'est Dieu qui l'a commandé, donc Dieu fonde le pouvoir et les causes pour lesquelles on se bat, soit c'est le roi, soit c'est une idéologie. Alors dans la période moderne, c'est une idéologie qui justifie la guerre. Cette idéologie, après la chute du mur de Berlin et de l'Union soviétique, l'Empire était en mal de la produire. Donc ils ont inventé une thèse par un homme qui produisait à intervalles réguliers des grands argumentaires qui justifiaient les activités criminelles des États-Unis d'Amérique.
c'est M. Samuel Huntington. Le dernier livre, c'est Le choc des civilisations, et ça part de l'idée suivante. Au fond, la civilisation est le premier niveau d'adhésion collective que nous avons en naissant. C'est-à-dire que nous sommes spontanément intégrés dans une culture. Et lui fouille en disant, mais au fond, cette culture, elle repose sur une religion, et donc, in fine, toute civilisation est réductible à une religion. Bon. Et alors, il s'est mis à décrire des zones dans le monde avec différentes religions. Mais à l'époque, ils n'étaient pas trop certains de quel côté ils voulaient tirer. Donc, enfin, il y a un point sur lequel ils sont bien d'accord, c'est que dans cette théorie du choc des civilisations, la violence est absolument inévitable. Tout militaire dira, mais ils nous disent c'est la guerre, mais la guerre c'est un but de guerre politique. Quel est le but de guerre politique? Qu'est-ce qu'on va faire de l'Irak, de la Syrie, du Mali? Qu'est-ce qu'on va faire de ces pays? La guerre, ça ne peut pas être la guerre sans fin. Comme ça ne peut pas être l'état d'exception permanent. Les gens qui sont adultes et responsables politiquement doivent regarder en face les intérêts, parce que c'est ce qui permet la discussion. Si vous admettez que vous avez des intérêts qui sont en cause, vous pouvez négocier. Si vous négociez des fumées, des songes creux, des mots qui ne veulent rien dire et qui changent en fonction de la journée, c'est clair qu'il n'y a pas de négociation possible et la guerre est condamnée à durer toujours. On est dans une situation, tu sais que situation, c'est un concept qui a une origine militaire, c'est-à-dire quand on examinait une action au sens militaire du mot, c'est-à-dire une bataille, la situation, c'était les éléments extérieurs qui environnent cette action. Hein, c'est-à-dire la situation géographique, la situation éventuellement climatique, la situation des troupes en présence, les possibilités d'accès ou de fuite, etc. Daesh, c'est le retour, et les attentats, c'est le retour du boomerang. Manque de chance, ça ne va pas dans la gueule de ceux qui l'ont lancé. Les causes, si l'on prend très concrètement d'où viennent ces attentats, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, en 2 ans, une organisation dite État islamique contrôle un État, un territoire aussi important entre l'Irak et la Syrie. Mais si l'on se déporte un petit peu, on se déplace un petit peu, cette guerre dont il nous parle, mais c'est la 4e pour les gens qui sont là-bas. Et les 3 autres, on ne nous a pas mis en guerre, mais c'est nous qui les avons faites, les 3 autres. Tout le monde l'oublie. Quelle est la première guerre là-bas? 1980. Surgit une révolution inattendue qui est la révolution iranienne. Premier surgissement et victoire de l'islam politique contre une dictature où, à l'époque, je le rappelle, les femmes sont minoritaires à l'université, où l'analphabétisme est massif, où la société est tenue à l'écart de la modernité. Qu'est-ce qu'on a fait en 1980 face à cet événement? Quand je dis on, nos dirigeants. On a dit Saddam Hussein est notre homme. Et on lui a dit d'aller faire la guerre. Une guerre terrible, 8 ans de guerre, que nous avons financée. Nous l'avons armée jusqu'aux armes de destruction massive. Les armes chimiques, et les Kurdes s'en souviennent. 80-88, première guerre. Deuxième guerre, c'est la seule qui aura un cadre international vraiment légal, une résolution de l'ONU. C'est quand Saddam Hussein dit « écoutez, j'ai beaucoup souffert, maintenant je me remercie. Je me récompense et j'ai le sentiment que vous me donnez un feu orange, feu vert, je peux aller prendre le Koweït. » Et là, du coup, on le tape. Deuxième guerre. On le tape, mais en venant, et ça sera une clé par rapport à Al-Qaïda qui est d'origine saoudienne, on le tape en installant une offensive à partir de l'Arabie saoudite. C'est la deuxième. Et puis la troisième, qui est celle qui est la monstruosité de la réponse au 11 septembre. Je rappelle toujours ce chiffre, 8 ans d'occupation américaine en Irak, 2003-2011, 8 ans. Avec cette coalition hors de tout cadre légal international. 8 ans.
de destruction totale. Une étude d'une université américaine du Michigan, indépendante, a fait la recherche précise, combien de morts. Ça ne compte pas les déplacés, ça ne compte pas les gens qui vont mourir plus loin de questions de santé, de nourriture, etc. Les morts, combien de tués en 8 ans, à l'échelle d'un pays qui a 32-33 millions d'habitants, 500 000 morts. C'est comme si, vu notre nombre d'habitants, qui est le double, nous parlions aujourd'hui, en ne parlant que de la période 2003-2011, avec 1 million de morts derrière nous en France. Cela donne la mesure de ce qui a été brutalisé. On occupe un pays, on ne fait même pas comme avec l'Allemagne nazie, on se dit il y a quand même des gens à récupérer pour essayer de construire un État. Aujourd'hui, les stratèges militaires, et c'est documenté, de l'État islamique sont d'anciens cadres du BAS, d'anciens cadres des services de cette dictature qui a été, comme celle de Syrie, une des pires dictatures avec son peuple, une des plus violentes dictatures. Donc il y a eu ces 3 guerres avant. D'où est enfanté ce nouveau monstre dans un jeu local de puissance qu'il faut interroger. Précisément, là, nous sommes dans une grande organisation des frontières du Moyen-Orient, conformément à un plan que les États-Unis d'Amérique ont en magasin. Donc les Français sont embringués dans une guerre contre le terrorisme, et en réalité, ils luttent contre des agents politiques qui sont là et qui se battent pour le tracé d'oléoducs et de gazoducs et le contrôle de l'accès à des réserves naturelles qui sont en voie de raréfaction. Le pétrole et le gaz. Bon. Le pétrole, surtout, qui est le cœur de l'économie mondiale et qui met en scène des conséquences un peu partout. La France est devenue le caniche des États-Unis. Et ce qui se passe très largement au Moyen-Orient est le résultat de la politique des États-Unis, de l'offensive de 2003 en Irak. C'est les conséquences quand même de cette opération-là. On a eu la chance extraordinaire de ne pas y aller. Voilà, ça c'est le dernier soubresaut de la politique étrangère française qui a fait qu'on a eu cette chance-là. Mais les États-Unis y sont allés, comme auparavant en Afghanistan en 2001, et ça a été les résultats qu'on sait, absolument monstrueux, une destruction, un bordel incroyable dans cette région qui n'en avait pas besoin. Si bien qu'on peut considérer que Daesh est le résultat de cette offensive de 2003 et de cette longue occupation et destruction par les États-Unis et ses alliés de cette région. François Hollande et Manuel Valls, en réalité, sont idéologiquement des atlantistes. Alors, atlantistes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les partisans de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui était une coalition militaire qui regroupait tous les anciens alliés de la Deuxième Guerre mondiale, non russes et non soviétiques. L'objet de l'OTAN était, l'OTAN c'est l'acronyme, moi j'ai dit OTAN, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours dit comme ça, bon l'OTAN, c'est d'être la coalition militaire qui devait contenir l'expansion soviétique, ou supposée expansion soviétique. Mais de l'Atlantique Nord, on a fini par retrouver progressivement, quand l'URSS s'est effondré, il a fallu que cette masse de militaires et de bureaucrates de la sécurité, de la guerre, car la guerre est une industrie, est une activité économique extrêmement importante. Tous ces gens ont dû se trouver un nouvel habillage. Et donc on a maintenu l'OTAN, alors que son adversaire n'était plus là, et on a étendu son champ d'action bien au-delà de l'Atlantique, puisque c'est l'OTAN qui intervient en Afghanistan, où l'Atlantique est quand même déjà décidément bien loin. Quand je dis c'est une industrie, il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'argent, non seulement pour produire le matériel de guerre, qui a un avantage considérable, il coûte très cher et il se détruit. Donc il faut sans cesse en recréer, et ça permet la circulation du capital. Si bien que l'économie de guerre est le volant d'entraînement de l'économie capitaliste quand les marchés sont saturés. Parce que c'est un investissement profitable. Il est clair qu'à partir du moment où les États-Unis d'Amérique sont devenus
où on peut penser qu'ils étaient devenus autonomes du fait de l'exploitation des pétroles de schiste. Évidemment que la place particulière des monarchies pétrolières du Golfe changeait. Il est clair aussi pour eux que le contrôle des tarifs a une grande importance. Plus le tarif du pétrole est élevé, plus l'exploitation du gaz de schiste est rentable. Ou plus exactement, elle ne l'est plus à partir d'un certain point. Donc l'intérêt des États-Unis d'Amérique est que le niveau du pétrole, la rémunération du pétrole soit élevée, parce que c'est ce qui leur permet d'être autonomes, et le fait d'être autonomes leur permet de maintenir leur domination militaire, et leur domination militaire permet de maintenir la domination de facto du dollar comme monnaie de change internationale. La vraie guerre, elle est là. Qui contrôle les matières premières? Qui met en cause l'existence du dollar comme monnaie? À partir de là, croisez ces deux éléments et vous voyez se mettre en ordre tous les événements. Par exemple, pourquoi il y a un putsch au Brésil? Pas parce que Mme Dilma Rousseff menaçait la démocratie, pas parce que certains dirigeants auraient été corrompus, puisque ceux qui ont fait le procès étaient eux-mêmes corrompus et sont condamnés pour ça. Donc c'est pas ça, c'est que le Brésil était le cœur sur le continent nord-américain, de la coalition de pays qu'on appelle les BRICS, les pays émergents, qui ne voulaient plus se payer entre eux en dollars, mais dans leur monnaie nationale. Donc, à chaque fois, on retrouve les paramètres. Qui contrôle les matières premières? Qui menace l'empire dans sa substance, c'est-à-dire sa monnaie? La monnaie dollar inonde le monde. Il y en a 10, 20, 30, 1000 fois la quantité de biens matériels produits dans le monde. Si tout le monde surgissait avec ses dollars dans les poches pour acheter, il y aurait une espèce de hyperinflation qui, premièrement, enverrait les États-Unis d'Amérique au tapis, instantanément, pas à la deuxième place, à la dernière du classement, après Haïti. Et le monde, évidemment, serait dans un collapse terrible. Quel est l'allié de la France et des États-Unis dans ce contexte? C'est l'Arabie saoudite, l'allié constant. Quelle est la particularité de l'Arabie saoudite? C'est que c'est le laboratoire idéologique de ce qu'est l'État islamique. Le wahhabisme, qui est une secte au cœur de l'islam, produite par le choc de la modernité. Première tentative des wahhabites, fin 18e. Deuxième tentative, milieu du 19e. À chaque fois, ça ne réussit pas. Et la troisième qui réussit, c'est à cause de quoi? De ce que nous mettons en cause quand nous parlons de la COP 21, du tout pétrole. Les Saouds, car ça s'appelle l'Arabie saoudite, parce que les Saouds ont fait une guerre pour être les propriétaires privés de ce territoire. Et donc l'Arabie saoudite, qui est un vrai pays, ce n'est pas les Émirats, il y a de la population, et la propriété privée d'un clan qui s'est adossé à une petite secte au cœur de l'islam, que grâce à cette alliance liée à notre aveuglement du tout pétrole, des énergies fossiles, de tout ce qu'il y a comme conséquence sur la planète aujourd'hui, que nous avons aidé, soutenu, et qui du coup a diffusé, grâce à cet argent, ce poison au cœur de l'islam, c'est-à-dire d'une idéologie totalitaire. Le code pénal de l'État islamique est le même que celui de l'Arabie saoudite. Il n'y a pas de différence. Valls et Hollande sont les deux, marionnettes d'une partie donc, sur laquelle ils n'ont aucune prise, et n'ont d'ailleurs jamais cherché à en avoir. Ils répètent ce que les États-Unis ont dit. Et puis ils se fourrent eux-mêmes dans des contradictions pas possibles, parce que faire le jeu des Qataris et des Saoudiens n'est pas toujours ce que les États-Unis d'Amérique souhaitent, qui ont un rapport de domination par rapport à l'Arabie saoudite et au Qatar. Tandis que dans le cas français, c'est nous qui sommes dominés par les Qataris et les Saoudiens, parce qu'ils ont un tel niveau d'investissement dans l'économie française, parce que sans qu'on en ait jamais discuté, nous avons installé une base là-bas qui est censée protéger face à l'Iran. Donc tout ça, les Français ne le savent pas. Tout ça, c'est le non-dit d'une guerre contre le terrorisme. J'aime bien aller à Bruxelles, mais peu de temps, je ne connais pas bien cette ville. Là, j'ai découvert en travaillant un peu que c'est une ville très communautariste, c'est-à-dire avec des quartiers extrêmement fermés sur eux-mêmes, soit pauvres et riches, d'une part, et d'autre part, avec des très ethniques, très communautaristes. Et Molenbeek, par exemple, il y a deux quartiers. Il y a un quartier pauvre, et un quartier riche, très riche, qui s'appelle Molenbeek aussi.
À proximité, il y a juste un canal qui partage ces deux quartiers. Molenbeek, d'où viennent tous les mots, c'est un quartier marocain, de Marocains qui sont venus là à l'époque, je pense dans les années 50-60, qui ont été amenés du gré un petit peu poussé par des recruteurs pour venir construire le métro de Bruxelles, qui sont installés là, qui sont restés là. Et une grande partie d'entre eux se sont développés jusqu'à un certain point, jusqu'au point où on a connu, la Belgique, comme nous, ont connu le désastre du chômage de masse. Il faut remonter au début des années 70. Il y a un grand incendie à Bruxelles concernant les magasins Inno. C'est une catastrophe avec des morts. Et il se trouve que le roi d'Arabie Saoudite est à Bruxelles à ce moment-là. Et généreusement, il propose d'indemniser, d'offrir à la Belgique les moyens de reconstruire ce quartier. En échange de quoi, le roi, on est entre monarques, hein, le roi belge lui offre un espace pour construire une grande mosquée, ce qui sera fait à Bruxelles. Et c'est ainsi que le wahhabisme s'installe au cœur de l'Europe. C'est pas rien. Et donc on a cette présence et cette forme de l'islam politique, qui était éminemment politique. Ça ne sera pas sans effet, ça n'ira pas sans dégâts, ça n'ira pas sans une impuissance de la Belgique par rapport à ça, comme si la Belgique n'était pas assez impuissante que ça. Ça, c'est un élément, ça aura une influence sur le Londonistan considérable, c'est pas loin, hein, Bruxelles et Londres, et puis ça aura une influence, par exemple, sur un mouvement qui s'appellera Sharia for Belgium, qui est vraiment un mouvement radical qui milite contre l'Occident, pour la charia, d'une manière extrêmement radicale. On n'est plus dans un islamisme politique quelconque, on est vraiment dans un truc très radical. Non, il n'y a pas un problème avec l'islam. Il y a un problème avec l'islamisme politique. Il y a des gens qui sont musulmans dans notre pays, tout à fait tranquilles, qui n'ont aucune envie de tuer qui que ce soit, et qui souffrent quand ils voient ça. Quand ils voient, au nom de leur religion, commettre de tels meurtres. Donc il ne peut pas être question d'accepter ce vocabulaire. Je ne veux pas et je ne l'utiliserai pas. Jusqu'en 1980, oui, personne n'a pas associé terror avec l'islam. Les pires terroristes à travers le monde étaient des laïcs. Si c'est en Europe avec l'armée rouge en Allemagne, Brigade Rosso, si vous voulez, en Italie, l'armée rouge japonais, les fronts populaires de libération de Palestine, les Tamouls étaient les pires terroristes du XXe siècle. À partir du moment où l'URSS s'est effondrée, et à partir du moment où les mouvements révolutionnaires ont paru comme n'étant plus la grande contestation qui menaçait l'Occident, l'alternative, l'autre projet de monde par rapport au projet de monde nord-occidental capitaliste, c'était possible en tout cas que ça prenne la figure de l'islam. L'islam comme mouvement religieux s'est constitué, s'est pensé comme une alternative à la romanité, c'est-à-dire à la situation qui prévalait dans le bassin méditerranéen, autour de la Méditerranée, à l'extrême fin de l'Empire romain et dans les siècles qui ont suivi immédiatement. C'est explicite
en particulier dans l'histoire de la vie et des écrits du prophète, qui a pensé explicitement que ce qu'il essayait de constituer, de créer, à la fois sur le plan que nous appelons religieux et à la fois sur le plan que nous appelons social ou, voilà, ou étatique ou politique, ce qu'on voudra, était une manière de proposer une alternative à ce qui était alors le monde, c'est-à-dire pas, bien sûr il y avait des choses au-delà, mais c'était quand même l'écoumène, quoi, c'est-à-dire la réalité autour du bassin méditerranéen qui était le monde connu. Pour moi, l'effet de ces jeunes qui commis des actes atroces le dernier temps a plutôt un rapport avec leur identité que je définis comme identité vide. C'est-à-dire, cet acte terroriste ne vient pas des centres de la communauté musulmane en France. C'est les marges de communauté. Et c'est plutôt des gens qui ont lu un peu le Coran dans l'Internet. Vous comprenez, ce ne sont pas des vrais croyants ou des vrais pratiquants. C'est des petits voyous malheureux. Si vous voulez, ils se poussent à une situation de conflictualité avec l'ordre établi en France jusqu'à l'acte des assassinats, dans l'extrême, c'est-à-dire c'est un petit nombre. La majorité, si vous voulez, des gens de ces jeunesses ne deviennent pas terroristes. Ils restent dans l'état de frustration très très fort. Quelqu'un qui grandit dans une banlieue déshéritée de la région parisienne, d'une métropole états-unienne, de certaines très grandes villes d'Afrique subsaharienne, de villes orientales et de villes extrême-orientales, quelqu'un qui grandit là, qui a l'impression qui a l'impression fondée qu'il vit dans une très grande misère, dans une très grande pauvreté, que cette misère et cette pauvreté est créée face à, et en partie à cause de, la richesse de gens dont il voit le mode de vie devant lui se déployer, à une haine. Je ne dis pas que cette haine est justifiée, je ne dis même pas qu'elle désigne toujours une cause réelle ou un adversaire réel. Je dis que ça se passe comme ça. Et cette haine, il l'exprime culturellement, religieusement, par des choix religieux, par des choix culturels, par des choix politiques, assez rarement, qui l'amènent à s'affilier à des grands courants mondiaux, voilà, qui mènent cette guerre de part et d'autre. Un jeune de 14-15 ans qui a entendu les discours de François Hollande sur Bachar el-Assad. Il faut l'exclure, le détruire. De Laurent Fabius disant qu'il n'aurait même pas mérité d'être né. Il se dit, mais voilà, c'est mes brigades d'Espagne, c'est ma guerre d'Espagne, je suis musulman, il se passe quelque chose, je connais l'arabe, je suis jeune, j'ai des idéaux, et les jeunes, c'est mieux qu'ils aient des idéaux plutôt qu'ils soient cyniques, donc je vais là-bas. Puis au bout de 3 semaines, 15 jours, 1 mois, je comprends, je ne cède pas à l'embrigadement totalitaire, je fais demi-tour. Et hop, on me dit, j'ai été un terroriste pour ça, et je vais être des choix, alors que, évidemment, on est dans une situation plus complexe, sur laquelle il faut avoir une pédagogie politique, et au contraire, où il faut récupérer tout ce monde, faire un chemin commun. Il y a le printemps arabe qui commence en 2011 et qui s'étend à la Tunisie, à l'Égypte, au Bahreïn, ça passe par le Yémen, et puis ça arrive en Syrie. Et là, il s'agit de battre le méchant, le très très méchant Bachar el-Assad. Et là, il y a des jeunes gens qui partent pour ça, et qui sont encouragés par l'Europe, et qui veulent... qui sont il y a un moment dans la vie où les jeunes gens, plutôt les garçons que les filles, mais enfin, ont envie de la sentir passer, la vie, ont envie de faire quelque chose d'héroïque, de sortir de cette absence de futur, qui ont envie de quelque chose de grand dans la vie. On a tous rêvé de ça. Je trouve malheureux ceux qui n'ont pas cette chance dans leur vie d'avoir les brigades internationales, avoir soutenu Cuba, d'avoir soutenu le FLN, c'était mon cas quand j'étais jeune, etc. C'est des moments forts de la vie. Le terroriste, quand on dit terroriste, on ne sait pas ce qu'on désigne. Bon,
En tout cas, on ne fait pas la guerre au terrorisme, on fait la guerre à des terroristes. Et si on fait la guerre à des terroristes, c'est qu'ils ont des raisons d'agir. Ils ont une adresse, ils ont un programme, ils ont des objectifs, ils ont des moyens matériels. Car évidemment, tout ça ne tombe pas du ciel. Seuls les innocents peuvent croire ça. D'ailleurs, on essaye de faire croire qu'il y a des cellules qui spontanément se disent « Tiens, un matin, ils se lèvent après avoir lu le Coran ou un autre livre, hein, en disant ben, « Tiens, aujourd'hui, on va assassiner les voisins. » Et donc, je mets ma ceinture de dynamite, parce que tout le monde a de l'explosif chez soi, se fabrique une ceinture, et puis on va se faire sauter, ou on va tirer dans le tas, etc. C'est pas vrai. C'est une organisation qui demande du temps, qui demande des liens, des réseaux. Depuis quand a-t-on vu dans le camp progressiste, dans sa diversité, où on sait bien qu'il y a des gens corrompus, il y a des gens qui renoncent, mais le camp progressiste a toujours défendu, avec l'école derrière, l'éducation, l'université, l'idée qu'il faut expliquer, qu'il faut essayer de comprendre, que c'est le b.a.-ba de ce que fait un enseignant, c'est le b.a.-ba de la transmission du savoir. Et là, nous avons, comme un Guizot, comme un Louis Philippard, comme comme le pire du conservatisme dans notre histoire, comme un thermidorien de la pire espèce, nous avons un Premier ministre qui dit « il ne faut plus penser ». Et si vous voulez penser, c'est que vous êtes en train d'excuser. C'est que vous êtes en train d'être les complices. C'est l'argument qui nie la raison. Voilà. Or, avant toute chose, nous avons besoin de raison. Comprendre, c'est comprendre. Savoir par quel bout attraper une situation, qui est responsable de quoi, soi-même mesurer sa propre contribution au caractère insupportable d'une situation, peut-être pour corriger sa propre action. Donc, avant toute chose, il faut expliquer. Avant toute chose. Et ceux qui disent qu'expliquer, c'est excuser, c'est une... Je crois qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il a dit. Mais l'équivalent de ça, ce sont les franquistes qui rentrent à l'université de Madrid au moment de la contre-révolution fasciste en Espagne, et le général dont j'ai oublié le nom, qui sort son revolver et qui dit « Ah bah, l'intelligence, vive la mort ». C'est que ça marque la déconfiture, le déclin total de ce cycle politique, cette forme du socialisme néolibéral dans sa nullité intellectuelle. Qu'un Premier ministre du pays de n'importe qui, de Voltaire, de Victor Hugo, ou de Bourdieu, ou de Tartampion, puisse affirmer une chose pareille, d'une telle imbécilité. Pour moi, ça traduit leur panique. Ce sont eux qui ont peur. Je suis fasciné, je le disais avant le 13 novembre, avant qu'ils fassent cette bascule du discours du 16 novembre. Je regardais toutes ces interventions de François Hollande, y compris tous ces discours déjà en 2014 pour le centenaire de 1914 et tout. Et je me disais, mais ce sont des discours anxiogènes. Combien il y avait de quoi, au contraire, prendre, y compris l'histoire de 14 avec Jaurès, avec Romain Rolland au-dessus de la mêlée, avec ceux qui avaient eu la prescience de voir que ce serait le début de la catastrophe européenne, dans lequel il y aura la déchéance de nationalité, dans lequel il y aura l'état d'urgence, dans lequel il y aura tout ce qu'ils sont en train de faire. Et je me disais déjà, avant qu'ils annoncent ça, qu'ils étaient eux-mêmes, dans leur pédagogie auprès du pays, anxiogènes. Et qu'en étant anxiogènes, ce qu'ils font partager, c'est leur propre peur. Peur de quoi? Peur que tout ce que je viens de vous décrire les balaye. Alors, la course de vitesse, c'est qu'ils peuvent être balayés aussi par des monstres. La guerre généralisée nous menace. Dans ces conditions, que faire? D'abord, rester une conscience libre.
c'est-à-dire refuser les emportements passionnels, l'aveuglement qui vous conduit à oublier que celui que vous avez en face est un être humain. Premièrement, faire preuve de discernement et de sang-froid. Le dernier éditorial de Jean Jaurès avant la Première Guerre mondiale, c'est un appel à la raison et au sang-froid. Pourtant, Jaurès sait que tout est perdu à ce moment-là, et que la guerre va avoir lieu. Ma stratégie, c'est on sort de l'OTAN. En toute hypothèse, nous n'avons rien à faire là-dedans. Parce que être là-dedans, on peut me dire, ah ben, c'est la manière de nous protéger. Non, non, c'est la manière d'être entraîné dans des combats qui ne sont pas les nôtres. Voilà. Donc, sortir de ça. Et puis, naturellement, aider à constituer un bloc de nations assez puissant pour former une sorte de coalition altermondialiste qui milite, non pas, comme je l'entends dire des fois d'une manière assez bizarre, pour un monde multipolaire. Alors tout le monde répète ça, un monde multipolaire. Alors c'est un monde où il y a plusieurs pôles, il n'y a pas qu'une seule grande puissance. Ben bravo, bravo, on a déjà connu le monde multipolaire. C'est avant la Première Guerre mondiale. Comme vous avez un monde multipolaire, ça veut dire que vous avez des puissances qui s'affrontent par la force des choses. Ce n'est pas un monde multipolaire dont on a besoin, c'est un monde ordonné. Et la manière d'avoir un monde ordonné, c'est d'avoir une société des nations. Ça s'appelle l'ONU. Alors l'ONU a tous les défauts du monde, peut-être, mais c'est la seule chose qui existe. Et ça a été la sortie de la Première Guerre mondiale, ça a été de dire plus jamais ça. Et pour ça, nous voulons la Société des Nations, la SDN. Ce sont des Français qui se sont battus pour ça. Beaucoup. Briand et les autres. Donc, moi, je suis dans cette tradition diplomatique française. L'ONU, nous, point. L'ONU est la seule source de droit international que nous devons accepter. Je vois des tas de ballots qui se réjouissent quand on réunit le G8, le G20, le G je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Il y a 196 nations, je crois. Il y en a 8 qui décident et les autres qui suivent. Alors, vous avez le G8 qui se réunit, après il y a le G20. Donc le G8 dit au G20. Alors d'abord au G8, ben, c'est les États-Unis qui disent à tout le monde ce qu'il faut faire. Et puis après, on passe au G20, où là, le G8 dit au G20 ce qu'il faut faire. Et après, tous les autres sont priés de bien. Ça, c'est pas un monde ordonné, ça. Ça, c'est un monde dominé. C'est cette complexité que les politiques devraient nous faire partager. Nous sommes adultes, nous sommes capables de comprendre. Et cette complexité permet d'agir. Après, elle permet de faire des choix. Elle permet de dire, on prend cette alternative-là plutôt que telle autre. Et donc, c'est cela qu'il faudrait faire, qui oblige, en clair, à dire, mais quelle est la réponse politique durable dans cette région ? Et quelle est la réponse durable ? Et elle se fera entre grandes puissances. Mais il faut qu'elle se fasse aussi avec les peuples locaux. Donc, c'est cela qu'il faut inventer, concrètement. La façon que la France a réagi, si vous voulez, et la riposte contre Daesh par des avions était bête et pas logique. C'est-à-dire on peut éliminer Daesh, mais avec des autres forces locales. Je ne crois pas que la France a dû riposter et avoir cette riposte après de terror. J'ai toujours été pour rendre les coups. Il ne doit pas pouvoir se dire on fait ce qu'on veut avec les Français. Mais il faut rendre les coups utilement. Alors déjà, on commence par être utile. 1, ne pas propager soi-même la panique, le désordre et la haine. 2, éviter de se diviser face à l'ennemi. Accuser Daesh, Al-Nostra ou je ne sais qui, en général, chaque fois qu'il y a un problème dans notre pays, c'est pas très malin. Parce que ça revient à dire à l'ennemi, ben oui, vous avez marqué un point. Alors lui, des fois, il n'en demande même pas tant. Bien sûr qu'il faut se défendre, bien sûr qu'il faut se protéger, mais se protéger en faisant force de ce que les terroristes veulent tuer. C'est ce que j'ai écrit immédiatement au lendemain du 13 novembre. Qu'est-ce qu'ils veulent tuer ? Une société de liberté, où l'on va au concert, où l'on va au match de foot, où l'on boit des pots ensemble, où l'on drague à la terrasse des cafés, où se mélange avec des origines, des histoires, des religions, des croyances, des apparences, des appartenances différentes. C'est ça qu'ils veulent tuer.
le droit de s'exprimer, le droit de discuter, le droit de manifester, le droit de protester, le droit de critiquer. Et on va faire comme réponse de dire, justement, on va leur donner en cadeau la fin de tout ça, d'être enrégimentés, d'être tous sur uniforme, d'interdire de façon préalable les manifestations, de donner à un état de police et de bureau le droit de dire qui est un mauvais citoyen, qui est assigné à résidence, de dire à la justice qu'elle n'a plus à s'en mêler. Non, on va se défendre et on est fort de ce que nous sommes. La lutte contre le terrorisme doit être comme la lutte contre les mouches, c'est-à-dire vous devez sécher les marais. Hein? Et justement, les marais, c'est une certaine vision, si vous voulez, intolérante de la culture nationale en France. Et dans mon livre, je souligne le fait que ce n'est pas un hasard peut-être que tellement d'ex-maoïstes sont aujourd'hui les islamophobes les plus connus. C'est-à-dire cette tendance dans le gauchisme français qui était le plus autoritaire, de Glucksmann jusqu'à Finkielkraut, à travers Baron Lévy, tous c'est dans l'entourage maoïste, si vous voulez, ils deviennent les plus intolérants envers le pluralisme qui doit être accepté en France. Là, il y a un rapprochement à faire, là, si on veut, en ce moment, avec le Front populaire. Hein. Avec le Front populaire. En fait, on célèbre les 80e anniversaire du Front populaire. Il s'en est fallu de peu en février 1934 que la France passe l'arme à droite, à l'extrême droite. Et puis, quelque chose a fait, par chance, c'est pas seulement par chance, qu'on ait le Front populaire. Pas seulement par chance. Il y a eu tout un travail d'engagement, de militants, d'idées, d'enthousiasme, parfois très naïf, de parler du bonheur, de parler de la vie, de parler la vie est à nous, marchons au-devant du bonheur, etc. Toutes choses qui semblent grotesques aujourd'hui. Ces horizons et ces grands soleils rouges sont complètement abolis depuis longtemps. Je pense qu'il faut les faire revivre. J'ai peur de l'islamophobie en Europe et surtout en France, mais je crois qu'il faut se concentrer et essayer de s'inventer et contre la dernière grande crime de la civilisation aujourd'hui, c'est le capitalisme. Donc si vous voulez, dehors de l'islamophobie qui est une lutte concrète, qu'il faut se mobiliser avec toutes les forces, il faut réinventer la lutte contre le capitalisme. Je pense que dans un moment comme celui-là, nous n'avons qu'une arme pour inventer la suite. C'est d'être le plus radicalement démocratique possible. C'est-à-dire que l'invention soit la plus plurielle possible, soit la plus délibérative possible, permettre des pouvoirs, des contre-pouvoirs, des tâtonnements, des expérimentations, etc. Alors, comme vous le savez, la France, pour échapper à la vérité de la fin de son empire, dans la perdition qui est semblable à celle que font aujourd'hui Hollande et Valls des socialistes de l'époque, pour sortir de ce gouffre dans lequel une république est tombée, celle de la 4e, comment la France s'en est sortie ? Elle s'en est sortie par la brutalisation de sa culture démocratique. Un homme providentiel, des institutions monistes, renvoyant à un principe unique, le président, un présidentialisme déséquilibré qui est un système présidentiel, ce que pour moi l'absolutisme est à la monarchie ou l'intégrisme est à la religion. Il peut y avoir des systèmes présidentiels, mais avec des contre-pouvoirs, et là il n'y en a pas, très peu, où on le voit profondément corrompu, chaque fois pris au piège du fait présidentiel, que ce soit les dynamiques parlementaires, que ce soit les institutions judiciaires, que ce soit les institutions administratives, que ce soit le pouvoir de nomination, que ce soit le pouvoir médiatique lui-même. Et donc nous avons ce grand un politique qui ne peut pas affronter ce monde-là. Ça ne peut pas être un homme qui nous met en guerre. Ça ne peut pas être un homme qui, quelques mois après avoir été élu président, arrive au Mali et dit « c'est le plus grand jour de ma vie politique parce qu'il a appuyé sur le bouton, c'est facile de dire on fait la guerre ».
C'est terrible, aucun militaire ne dirait ça. Ça ne peut pas être un homme qui, tout seul, connaît la bonne réponse. C'est une folie, encore plus que du temps, je dirais, de Louis XIV ou de Napoléon Bonaparte ou de son neveu. C'est une folie, ce bonapartisme, ce césarisme. Regardez en face que nous avons des intérêts comme Français. Et notre intérêt fondamental, c'est la paix. C'est la paix. Parce qu'on est gentil? Non. C'est juste parce qu'on connaît le prix de la guerre. Nous sommes en état de détruire nos ennemis, de leur nuire dans des proportions dont ils n'ont pas idée aujourd'hui. Les dirigeants, si, ils ont idée. C'est d'ailleurs, tout notre système repose là-dessus. On en pense qu'on veut, hein. On peut même trouver ça abominable, mais c'est la dissuasion. La dissuasion, ça consiste à dire, pour nous, il n'y a pas de petite guerre, et il n'y a pas de frappe intermédiaire. L'arme nucléaire n'est pas, retenez l'expression, une arme tactique. Parce que ce n'est pas dans nos moyens. Nous sommes 65 millions. Une bombe qui touche au but, je ne dirais pas où, c'est fini. La France n'est plus en état ni de combattre, ni de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas le cas de tous les pays. Je ne veux pas dire qu'ils ont des intentions dangereuses, mais la Chine a une profondeur et une population telle qu'il faut 10 ou 15 bombes atomiques pour obtenir le résultat qu'on obtient contre nous avec une. Pareil pour l'Inde, pareil pour les États-Unis d'Amérique sans doute. Bon. Donc nous, les Français, nous sommes attachés à la paix parce que c'est la condition de notre survie. Point. Et par conséquent, tous ceux qui provoquent des guerres généralisées sont nos adversaires. Et nous devons agir pour les empêcher, eux, d'agir. Les ennemis profonds de votre génération, c'est certains déclins et perversions du capitalisme qui pu nous amener vers, comment dire, c'est la première fois, après de longues années, que votre génération risque de vivre pire que les générations précédentes. Les probabilités de la guerre généralisée augmentent. Donc la nouvelle génération, c'est à elle de prendre en charge cette situation. Et si possible, pas avec des arguments de Disneyland. Hein, parce que ça mènera nulle part. Si vous croyez que dans le monde, il y a des gentils et des méchants par nature, il y a peut-être des gens que vous n'aimez pas, ça c'est clair, moi non plus. Hein. Il y en a un certain nombre que j'aime pas. Des modes d'organisation des sociétés que j'aime pas, ou même qui me font horreur, où j'irai jamais habiter là-dedans. Mais c'est pas moi qui va les régler leurs problèmes à leur place. Tous ceux qui croient qu'on peut régler les problèmes à la place des autres se trompent tout le temps. Tout le temps. C'est l'idée toute simple que le monde tel qu'il est organisé est caduque, qu'il peut tomber et que cette chute ne serait pas forcément un désastre, mais pourrait être un événement très heureux. C'est-à-dire qu'on pourrait substituer à ce monde tel qu'il est organisé un monde beaucoup mieux organisé. Bon, c'est l'idée de la révolution. Donc je pense que l'idée d'une transformation profonde, je ne parle pas de la révolution au sens moment de violence dans la vie sociale, etc. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle simplement de l'idée qu'il y a un mode d'organisation qui est celui de la vie du monde aujourd'hui. Il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des zones très riches, il y a des zones très très pauvres, il y a des grandes zones de misère, il y a, comme tu sais, c'est un de mes dadas, un enfant qui peut naître ici, rue Monge, dans des choses peut-être provisoirement relativement favorisées, tranquilles, avec de relatives bonnes conditions physiques, morales, etc. Et puis il y a un enfant qui peut naître dans la détresse, la famine à l'autre bout du monde, et que ça, c'est une chose qui pourrait être changée, et qu'il y a les possibilités matérielles, physiques, naturelles, techniques, scientifiques, pour que ça change, que les forces matérielles dont on dispose, matérielles et culturelles dont on dispose, permettraient
que les inégalités sur la planète soient beaucoup, beaucoup moins fortes, il me semble que c'est un sentiment que beaucoup de jeunes gens n'ont pas. Ils ont l'impression que l'ordre du monde tel qu'il est a une... Ce qui ne les empêche pas d'être en colère ou révoltés. C'est pour ça que les révoltes contre l'ordre du monde sont souvent un peu nihilistes. Parce que l'ordre du monde paraît tellement inamovible que quand on se révolte, on veut détruire des petits bouts du monde, voilà, et éventuellement se détruire soi-même en même temps. Les révoltés, ils sont toujours un petit peu aujourd'hui, ils ont quelque chose de kamikaze, c'est-à-dire je casse quelque chose, voilà, pour casser, pour dire voilà, parce que le fait de casser, ça traduit le fait qu'on ne peut pas changer. Parce que quand on change, on ne casse pas. Tu vois, enfin, on casse, il faut casser, mais je veux dire, l'objectif, ce n'est pas de casser, c'est de changer. Donc parfois, beaucoup de gens disaient, ouais, on ne va justement pas casser parce qu'on va en avoir besoin. Nous, on va changer le monde et on va en avoir besoin, tu vois, de ce qui est là. On n'a pas besoin de les casser, au contraire, on a besoin de les garder en très bon état. Bon, et pour pouvoir les mettre au service du monde. Alors, moi, ça me paraît très, très simplement possible. Le capitalisme est capable de s'organiser en temps simultané sur la totalité de la planète. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas s'organiser en temps simultané sur la totalité de la planète pour prendre des décisions communes dans le sens d'intérêts communs. Il n'y a d'obstacles à ça que des obstacles culturels, mentaux, on pourrait presque dire spirituels. Voilà. Donc ça manque. Le sentiment que... moi, je trouve que les jeunes gens, alors après, ils organiseraient ça comme ils voudraient, mais il manque ce sentiment de la possibilité concrète de ce que les choses se fassent autrement. Ce nouveau monde, c'est le vôtre. Et c'est à vous de le porter. Et de le porter dans son invention. Faire des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue quand on court derrière. J'aime bien cette formule-là. Et je crois que c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui. Le pare-brise est sale, on ne voit rien. Qu'est-ce qui est devant nous? Donc je dis à mes classes que votre génération, des années 30, etc., doit inventer de nouveaux essuie-glaces pour nettoyer, pour voir, parce que les Finkielkraut, les émus regardent dans le rétroviseur et ils croient qu'ils peuvent conduire avec des rétroviseurs. Pour moi, c'est la catastrophe. Chaque fois qu'on peut s'appuyer seulement sur les rétroviseurs, en pensant que le passé peut nous éclairer le futur, c'est faux. Donc, quand je dis qu'il faut inventer des essuie-glaces, de nouveaux essuie-glaces, parce que les essuie-glaces étaient volés par Staline, Mao, Castro, etc., il faut inventer de nouveaux. Un élève à moi s'est mis debout, il dit « Non, monsieur, professeur Sand, il faut détruire les pare-brises. » Et cette image, ça veut dire essayer, voir différemment la future et inventer, se libérer de beaucoup de concepts. C'est-à-dire à la fois se nourrir avec les concepts des ancêtres et aussi inventer de nouveaux.